Je suis un étudiant du baccalauréat en géomatique. Du moins, j'ai débuté dans le baccalauréat en géomatique. Juste commencer par dire que c'est vraiment une super opportunité pour moi de pouvoir présenter à la journée de la géomatique. C'était toujours des conférences intéressantes pour moi, puis un moment privilégié dans l'année pour aller à la table puis discuter ensemble. Aujourd'hui, voici le plan de ma présentation. Je vais commencer avec pourquoi je veux présenter ou parler d'un buffer. Je vais aller avec des exemples un peu plus concrets et pratiques, travailler sur la définition d'un buffer, puis utiliser ces exemples-là pour aller parler d'algorithmes et de structure de données. À la fin, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre, mais pendant, je vais essayer d'aller avec le contenu étant donné qu'on est limité dans le temps. C'est loin d'être une table des matières. Je vais vraiment introduire les concepts et essayer de itérativement revenir sur les points qu'on a déjà couverts pour essayer d'introduire le sujet de façon plus dynamique. Alors, juste brièvement, au niveau de mon expérience, j'ai commencé en géographie à l'Université de McGill. J'ai transféré à Sherbrooke pour avoir une formation plus technique en géomatique. Puis par la suite, après avoir fait mes stages, j'ai décidé de transférer en informatique pour faire un certificat pour obtenir un baccalauréat, pour finir mon bac multidisciplinaire. Maintenant, je travaille comme développeur géospatial chez Corem et je contribue de temps en temps sur des projets open source. Alors, pourquoi cette présentation-ci? Premièrement, c'est un buffer, on pourrait penser que c'est assez simple, puis pourquoi on en parlerait justement à une journée de conférence quand on pourrait parler de sujets plus complexes ou de projets, etc. La raison que je veux amener principalement, c'est que le buffer, étant donné que c'est un exemple vraiment simple, puis que tout le monde connaît, puis que tout le monde utilise, c'est une excellente porte d'entrée pour parler de structure de données puis d'algorithmes. Puis pourquoi je veux parler de structure de données puis d'algorithmes, c'est je crois que comme professionnel en géomatique, on pourrait contribuer davantage au développement logiciel puis à des innovations au niveau des données géospatiales. Et je crois que les structures de données jouent un rôle fondamental à ce niveau-là. Pourquoi c'est vraiment, du moins en partie, pourquoi les structures de données sont hyper importantes pour ce point-là, c'est ces 3 points-ci. Acquérir un langage commun avec nos collègues en informatique, former nos structures de données géospatiales et les algorithmes qu'on utilise pour nous résoudre des problèmes classiques, puis finalement de pouvoir appliquer ce langage-là à nos analyses et à nos processus de développement. Alors là, sur Teams, on n'est pas en personne, fait qu'on ne va pas pouvoir lever nos mains pour affirmer qu'on l'a déjà fait ça ici. Dans le fond, qui a déjà utilisé une géométrie qui a déjà utilisé un buffer pour trouver des géométries qui sont à proximité d'une autre? Vous pouvez mettre votre Raise Your Hand là, sur Teams, il y a une petite affiche. Là. 6, 7, je vais donner comme quelques petits moments. Cool, OK. Peut-être des gens qui ne participent pas, mais cool. Fait quand même pas mal de monde. Une opération qui est quand même commune puis que beaucoup de gens ont tendance à utiliser justement. C'est un peu le contexte que je vais donner ici. Fait qu'imagine une compagnie d'assurance. Il y a un client qui se situe à proximité d'une explosion. Puis la politique de la compagnie, c'est si le client se situe à l'intérieur d'une distance, pour le moment, on va dire 5 km, mais il reçoit un dédommagement s'il est à l'extérieur du buffer, mais à ce moment-là, il ne le reçoit pas. Fait que, excuse-moi, j'ai peut-être inversé. Quand il est à l'intérieur de la zone de 5 km, il reçoit un dédommagement. S'il est à l'extérieur, il ne le reçoit pas. Vous travaillez pour la compagnie d'assurance et quelqu'un vous a demandé à l'interne de vérifier si le résultat était correct en utilisant l'algorithme qu'on utilise de façon interne pour s'assurer que les résultats sont pour tous nos clients. Fait que vous validez les données en entrée, vous validez aussi les données en sortie, tous les autres paramètres possibles au niveau de le système de coordonnées, projection, etc. Et vous avez toujours le même résultat que la compagnie d'assurance trouve que le client est à l'extérieur, tandis que le client, lui, il assure qu'à vol d'oiseau, il se situe à 5 km de l'explosion. Fait que quand on applique un buffer puis qu'on cherche des géométries qui sont à proximité, le pipeline de traitement, c'est vraiment classique. C'est on applique d'abord un buffer, puis par la suite, on fait une intersection. Puis avec cette intersection-là, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller identifier, dans le fond, les points ou les géométries qui se situent à l'intérieur du buffer. C'est quand même assez commun comme opération, assez simple. Puis quand on imagine cette opération-là, on est en train d'imaginer un buffer comme étant un cercle. Puis un cercle avec un rayon, où que tous les points qui
se situent avec la distance du rayon se trouveraient à l'intérieur, et sinon, ils vont être exclus justement de l'algorithme juste avant. Fait qu'en ce moment-ci, on est en train de voir un cercle comme étant un polygone, et par contre, c'est pas vraiment le cas en réalité au niveau de l'implémentation dans nos systèmes, dans nos SIG, puis dans nos différents logiciels. Puis la raison, puis vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous voulez un buffer, on est loin de nécessairement un cercle. On peut voir qu'il y a des... Puis ça, c'est dû à la représentation interne, fait à la structure de données du polygone. En effet, un polygone, c'est une série de vertices qui permet de justement définir la frontière de ce polygone-là. Là, on a la définition de well-known text d'un autre polygone, pas de celui-ci du buffer. Mais c'est juste pour vous donner une perspective en arrière-plan, en mémoire, ça ressemble à quoi notre polygone. OK. Fait qu'il peut y avoir plusieurs algorithmes et implémentations différents. Juste à l'intérieur de QGIS, l'algorithme par défaut va donner le résultat qu'on avait à la page précédente. Ici, j'ai extrait les vertices juste pour les mettre en avant-plan. Puis, on peut aussi utiliser l'algorithme de Gödel qui va multiplier énormément, il va faire beaucoup plus de vertices que celui de QGIS pour essayer d'approximer un cercle de façon plus parfaite. Par contre, ça reste que ce n'est pas un cercle. Pour représenter un cercle avec un polygone, il faudrait une infinité de points, puis une infinité de points, ça ne se représente pas justement en mémoire sur nos ordinateurs. Fait qu'on peut augmenter de plus en plus les points, mais ça restera que ce n'est pas un cercle. On va revenir justement à notre explosion. Alors, si on pense à l'explosion et comment que, justement, le point aurait pu être exclu, bien, en réalité, tous les points qui se situent à la distance limite qu'on donne en entrée, fait que 5 km ou dans ce cas-ci de 0,25 degrés, les seuls points qui seraient inclus, justement, dans le buffer suivi de l'intersection, c'est ceux qui se trouveraient directement sur un vertice. Sinon, tous les autres points sont exclus. Et ça, c'est la même chose, même si on utilise un algorithme qui approxime un cercle avec de plus en plus de vertices. Donc, en partie, ce n'est pas juste une question de valider les entrées et les sorties de nos algorithmes, mais l'implémentation interne, la façon qu'on décide d'utiliser certaines étapes intermédiaires peuvent grandement influencer les résultats. Et là, vous pouvez me dire que dans la plupart des cas ou des use cases, c'est pas vraiment grave si les points qui sont situés sur la frontière sont exclus, mais il peut y avoir des cas limites où ça fait vraiment une différence pour nos utilisateurs et qu'on devrait prendre cette différence-là en compte puis essayer de l'éliminer. Fait que là, on a vu deux exemples de buffer, puis ça m'amène un peu à le point qui est ici, comment on peut comparer les algorithmes pour justement choisir ou définir lequel qu'on veut utiliser dans un certain contexte. Il y a 3 points principaux qu'on peut couvrir. C'est 1 qui donne le résultat qui est attendu, 2 qui prennent moins de temps et moins de mémoire. Ça amène tout plein de questions assez intéressantes, comme comment on va définir justement c'est quoi le résultat attendu, puis comment on peut mesurer la mémoire et le temps. Évidemment, on va préférer un algorithme qui prend 3 secondes au lieu de prendre une semaine, puis on va préférer un algorithme qui retourne le résultat qui est attendu au lieu de retourner un résultat erroné. Maintenant, au niveau des résultats qui sont attendus, puis c'est ici que je peux en perdre quelques-uns, c'est en plein milieu de la présentation. C'est vraiment juste une introduction, il y a des cours complets qui se donnent là-dessus que je vais mentionner à la fin. Mais l'objectif, c'est juste d'essayer de vous donner des points principaux qui pourraient vous intéresser puis stimuler un désir d'en apprendre plus. Les deux façons, c'est les preuves formelles, puis aussi la méthode empirique. Quand on pense aux preuves, c'est des preuves mathématiques. Imaginez vos cours de cégep ou encore des preuves mathématiques fondamentales. Puis on peut appliquer ces preuves-là avec certaines techniques adaptées directement à notre code ou à nos algorithmes pour définir qu'ils vont toujours donner le résultat attendu dans tous les scénarios possibles. Par contre, ça reste assez rigide, puis c'est moins adapté pour des systèmes complexes qui deviennent vraiment, vraiment larges. Souvent, on va préférer une approche empirique. Puis une approche empirique, on va plutôt définir des scénarios communs avec tous les cas limites, et on va s'assurer que l'algorithme, pour ces scénarios-là, retourne le résultat qui est attendu. On n'est pas en train de prouver qu'il marche pour toutes les entrées possibles. On est en train de
prouver qu'il marche pour certains scénarios spécifiques. Fait que si on revient à notre exemple pour parler des résultats attendus, une preuve formelle voudrait démontrer que pour chaque point, l'algorithme va retourner, ou pour chaque géométrie, en utilisant l'algorithme de buffer intersection, il va retourner toujours le même résultat, mais le résultat attendu. Par contre, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour prouver qu'un algorithme ne fonctionne pas, il suffit d'avoir un seul exemple où il ne fonctionne pas. Fait que ce qu'on a démontré avant avec le point qui était situé à l'extérieur, mais à 5 ou à 0,25 degrés, mais qui n'était pas inclus dans notre algorithme, serait suffisant pour prouver que l'algorithme ne retourne pas le résultat attendu. Tandis qu'au niveau empirique, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt définir des points à l'intérieur du buffer, définir des points qui seraient à l'extérieur de la distance ou du buffer, puis définir plusieurs points qui seraient à la distance limite maximum, fait que tout le long du buffer. Puis ces points sur la frontière permettraient de justement attraper les cas où notre buffer ne fonctionnerait pas, mais où que l'algorithme de buffer intersection ne fonctionnerait pas. Fait qu'un algorithme correct pour le problème SEO, à la place d'utiliser une géométrie intermédiaire pour après ça faire une sélection sur les points qui se situent à l'intérieur, vraiment tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est calculer la distance entre les différentes géométries et avec une distance en entrée ici, appliquer une sélection, une condition simple qui va aller vérifier la distance calculée si elle est inférieure à celle donnée en entrée et retourner les géométries seulement où cette condition-là est répondue. Encore une fois, on n'a pas besoin de passer par la géométrie intermédiaire, même si ça donne des résultats inattendus. Maintenant, pour mesurer le temps et la mémoire, il y a d'abord l'approche empirique qui est sûrement celle que tout le monde est familier avec. C'est simplement, on va exécuter le code sur notre machine. Puis idéalement, on va l'exécuter plusieurs fois pour essayer d'avoir une distribution, à cause qu'il peut y avoir des variations entre le temps qu'un algorithme va prendre d'une exécution à l'autre. Et par la suite, on est capable de comparer cette distribution-là de l'algorithme, cette distribution d'exécution de l'algorithme avec la distribution d'un autre algorithme pour essayer de dire, OK, je préférais celui-ci comparativement à celui-là. Par contre, ça demande qu'on exécute le code. Si on roule des algorithmes très complexes qui peuvent prendre des semaines ou des mois ou avec des entrées très grandes, obtenir une distribution de ces algorithmes-là peut être très peu pratique. Puis c'est très dépendant justement des conditions environnementales ou de la machine sur laquelle on travaille. Si on pense plus en termes de complexité, la complexité, c'est quoi? Il y a vraiment tout un domaine en informatique sur le sujet. Puis juste généralement, c'est une fonction mathématique qui permet de donner un ordre de grandeur du nombre d'instructions qui va être exécuté d'un algorithme pour une certaine entrée n. C'est ça qui est un peu sur le graphique à droite. L'objectif, c'est vraiment de classifier les algorithmes dans une famille grand O, grand O de n à la n ou grand O de 1, ce qui est en temps constant. Et on s'intéresse justement à des entrées qui sont infiniment grandes, quand ils tendent vers l'infini. Parce que quand on est dans des petites entrées, peu importe l'algorithme qu'on va exécuter, il va retourner un résultat dans un temps qui est négligeable. Par contre, si on utilise une entrée, mettons 6 millions de points de lidar ou des images raster avec des millions de pixels avec plusieurs bandes, mais à ce moment-là, il faut qu'on pense justement à quand l'algorithme tend vers l'infini. Puis on va préférer les algorithmes qui prennent un temps constant indépendamment de la grandeur de l'entrée que les algorithmes qui s'exécutent en temps exponentiel et qui ne vont jamais retourner un résultat. Je vais sauter ça par souci de temps. Puis là, on va changer de guerre un peu. On va revenir à un autre exemple classique d'utilisation d'un buffer qui peut être fait. Dans ce contexte-ci, j'ai déménagé à Québec. J'ai des amis qui sont venus me visiter cet été pour aller grimper à Kamouraska, qui est un des sites les plus beaux au Québec pour grimper. Puis il n'y avait plus de site de camping disponible, donc ils regardaient pour trouver un motel ou un hôtel assez peu cher, justement, pour rester pour une semaine. Ils sont allés sur un site, ils ont trouvé un super bon prix à 77 $ par nuit. Ils étaient vraiment contents, ils l'ont booké. Puis, ça, le problème, c'est que
Un buffer est utilisé pour trouver les auteurs. Le problème, c'est que le level va pas réalité de qui était justement le temps de voyagement pour se rendre d'une place à l'autre. Puis ce qui m'amène un peu à une citation d'un professeur à l'Université de Sherbrooke en informatique, c'est que la façon la plus efficace de rendre un algorithme inefficace, c'est d'utiliser la structure de données qui n'est pas adaptée pour un problème. Fait indépendamment de votre machine, que ça soit un supercomputer de ça demeurera une façon inefficace de le régler. Sûrement que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de drive time. Dans ce cas-ci, on s'intéresse au temps de voyagement que ça prend pour se rendre du point A au point B et non la distance à vol d'oiseau pour se rendre du point A au point B. Et la manière qu'on est capable de représenter des drive time ou le temps de déplacement, c'est avec un graphe. Il y a tout un domaine développé en informatique. Ça permet de régler des problèmes comme le traveling sales problem. Ça, c'est le problème semi-voyageur, je pense, en français. Et tous ces problèmes-là sont réglés avec des graphes qui est une structure de données qui est composée de nœuds et de vertices. Puis on peut associer des poids aux vertices. Dans le fond, le temps de connexion entre chaque nœud ou le temps de voyagement qui peut prendre en compte la méthode de transport. Fait que là, juste pour revenir à nos buffers, fait que quand devrait-on utiliser un buffer puis quand devrait-on pas l'utiliser? Si vous voulez représenter visuellement l'espace autour d'un point ou l'espace un peu plus grand qu'une géométrie, ça ferait du sens d'utiliser un buffer. Par contre, si vous avez essayé de visuellement représenter des buffers avec des milliers de points, vous savez que la carte peut devenir saturée assez rapidement. C'est rare que c'est ça qu'on veut faire. Des fois, on veut créer une nouvelle géométrie en utilisant justement la distance d'un buffer. J'ai mis un petit diagramme pour représenter l'idée au bas. Par contre, comme on a démontré, on ne veut pas l'utiliser pour trouver des géométries qui sont à l'intérieur d'une certaine distance et on ne veut pas le représenter quand le bird's flight ou le temps de vol entre le point A et le point B ne représente pas l'application pour laquelle on l'utilise. Ce qui m'amène à comment questionner nos algorithmes. Si ça peut être quelque chose que vous pourriez déjà appliquer dès demain sur quand vous développez des algorithmes ou quand vous utilisez même des logiciels, c'est vous demander est-ce qu'il y a une certaine entrée que je pourrais donner à mon algorithme qui ne donnerait pas la sortie attendue. Par la suite, on peut juste se demander si je donnerais une entrée très, très grande à mon algorithme, est-ce qu'il serait capable de me retourner un résultat? S'il n'est pas capable de vous retourner un résultat, c'est probablement parce qu'au niveau de l'implémentation, il y a des détails qu'on pourrait faire mieux. Après, si vous voyez du code directement qui compare chaque solution possible pour un problème avec une certaine entrée, ça s'appelle un algorithme force brute. Puis il y a souvent des façons plus efficaces de travailler. Puis finalement, se demander s'il y a des problèmes similaires pour lesquels il y a une solution algorithmique qui existe déjà pour ton problème, c'est une des façons les plus adaptées pour transférer ces connaissances-là à ton contexte puis le régler le problème le plus efficacement possible. Ça prend de l'expérience, ça prend une certaine habitude, mais c'est vraiment ces questions-là sont fondamentales pour commencer à travailler de façon plus critique avec nos problèmes en géométrie. Puis là, je vais juste faire un point sur nos responsabilités. Quand on pense à l'exemple de l'hôtel ou encore à le premier exemple avec la distance des buffers, vraiment, les choix de design qu'on fait au niveau de la conception de nos workflows vont avoir un impact sur nos utilisateurs. Que ce soit vraiment juste un simple booking d'hôtel qui doit se faire annuler à la dernière minute puis une perte de... Les choix qu'on fait au niveau de l'implémentation ont un impact au bout de la ligne sur nos utilisateurs. Puis il faut garder en tête que nos systèmes vont être utilisés de façon inattendue. Puis certains de nos systèmes, même si on les utilise juste pour nous en ce moment, il y en a certains d'entre eux qui vont éventuellement être utilisés par d'autres utilisateurs dans le futur. Alors, pourquoi les structures de données peuvent répondre en partie à ces questions-là de responsabilité, mais les structures de données, comprendre comment les données sont représentées en mémoire, c'est nécessaire pour comprendre un peu les cas limites de justement les workflows puis les algorithmes qu'on utilise. Il nous permet d'identifier et de réparer des bugs plus rapidement.
Puis, il nous donne aussi un langage commun avec nos collègues en informatique qu'on peut partager pour justement développer des systèmes plus fiables. Je vois aussi ça comme étant un peu un pilier vers des algorithmes plus complexes comme des algorithmes de deep learning ou encore de multi-criteria selection. Je pense que je ne me souviens plus du terme en français. Bon, fait que finalement, quelques ressources. Il y a le cours de structure de données, c'est celui que je recommanderais en premier pour n'importe qui serait intéressé d'en apprendre davantage. Il se donne à l'Université de Sherbrooke par le prof Manuel Lafont. Sinon, programmation système, il touche vraiment encore plus bas niveau. Alors, comment les données en termes binaires et non sont représentées en mémoire. Puis d'autres concepts vraiment plus au niveau pur mathématique. Puis finalement, le cours algorithme et structure de données, c'est la suite de structure de données de IFT 339. Il va permettre de développer un petit peu plus au niveau de la conception de l'algorithme puis l'analyse grand O. Oui, puis tout le matériel de cours est disponible aux deux adresses que j'ai fournies ici. Par contre, il n'y a pas de cours spécifique justement pour des algorithmes géospatiales ou des structures de données géospatiales. C'est un des problèmes sur lesquels j'aimerais attaquer éventuellement, que ce soit avec des exercices ou encore avec du contenu un peu plus formel. Fait que si jamais ça vous intéresse de participer ou me donner du feedback, je serais vraiment curieux. J'ai mis le URL du forum ici, je vais le mettre dans le chat aussi. Mais vraiment, si vous avez du feedback à me donner à ce niveau-là ou s'il y a un certain intérêt, j'essaie de prendre un peu le pouls de la communauté pour voir comment je devrais développer ce contenu-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça a peut-être sorti un peu de l'ordinaire des présentations, mais j'apprécie énormément l'opportunité d'être ici. Finalement, je sais qu'à Corem, on recrute présentement. On cherche des développeurs géospatial, des experts géospatial, puis développeurs web full stack. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir directement sur le site de Corem à la page carrière. Sinon, vous pouvez m'écrire un courriel aussi. Parfait. Merci beaucoup, Zachary. Merci, Yacouba. Tu nous as amené loin là-bas, mais ça va. On est toujours vivant. OK, mais tu peux juste aller voir dans le chat s'il y a des questions ou des commentaires. De toute façon, on va prendre le temps de traiter les questions aux alentours de 17h. Donc, ce qui nous amène à notre dernier conférencier, pour savoir, Sébastien Durand, est-ce que tu